se concentrer sur les résultats de l'équipe nationale africaine, il est évident, sur ce que je disais tout à l'heure, que 90% des joueurs jouent à l'étranger. Ces joueurs, ce sont des Africains qui donc possèdent des capacités musculaires, de puissance, de vitesse, et je dirais qui culturellement baignent dans un environnement, je dirais, de chaleur, avec une éducation particulière qui est liée à l'Afrique. Même une famille qui vit à Bruxelles ou à Paris, elle va bénéficier de codes, de repères ethniques, culturels, qui font que ce sera un joueur africain. Et les joueurs africains, inutile de les présenter, mais ils possèdent des capacités, des potentialités physiques, physiologiques hors du commun. Ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est prouvé. Et en ce qui concerne le foot, il est évident que ces qualités d'explosivité, de vitesse, de puissance, d'agilité, de coordination font que les joueurs africains possèdent des ingrédients au plus haut niveau. Alors, ce qui manquait souvent chez les Africains, c'était la discipline et l'éducation de l'apprentissage du football. Le fait d'être en Europe, ils sont donc confrontés à des programmes techniques, ils sont confrontés à une évolution des techniques d'entraînement qui font que l'enfant va devenir discipliné, qui va développer une intelligence tactique et avec ses qualités physiques, évidemment, sera un joueur performant. C'est ce qui explique aujourd'hui que les meilleurs joueurs dans le monde sont des joueurs africains. On pourrait en citer des dizaines. Et ce sont souvent ceux qui font les belles heures des équipes européennes. Donc, ces joueurs africains, il faut les rapatrier au pays pour qu'ils appartiennent à l'équipe nationale. Donc, sur le plan potentiel, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, qu'une équipe africaine peut gagner une Coupe du Monde. Et là, je parle en termes de qualité individuelle, parce qu'il y en a un qui joue au Bayern, un autre qui joue à Chelsea, un autre au Paris Saint-Germain, un autre qui joue à Barcelone, un autre au Real Madrid, un autre à l'Inter Milan. Donc voilà. Donc l'équipe de Côte d'Ivoire a la prétention de pouvoir se dire, nous avons à peu près une 25-30 joueurs qui sont formés, qui sont nés, qui sont éduqués, qui jouent en Champions League, qui jouent dans les grands championnats. Donc individuellement, ces joueurs ont les potentiels de constituer une meilleure équipe. Okay. Donc se pose le problème, qui va être le leader de réunir tous ces gamins sur le territoire africain? Et le territoire africain, c'est quoi? C'est retrouver un pays qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est d'être dans un environnement qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, surtout si on n'y est pas né, c'est d'arriver à offrir aux joueurs des services d'accueil à l'aéroport, à l'entraînement, à l'hôtel, dignes de ce qu'eux sont censés vivre tous les jours, donc de l'exigence, du professionnalisme, de la rigueur. Et donc, il faut arriver à créer, pendant les 3-4 jours où les joueurs sont à la disposition de l'équipe nationale ivoirienne ou sénégalaise, de trouver les moyens de créer et d'offrir aux joueurs les mêmes services d'exigence avec une autorité où le joueur va craindre son entraîneur. C'est ce qui peut expliquer parfois qu'on a tendance à prendre des entraîneurs étrangers en Afrique, non pas par incompétence, parce que je connais beaucoup d'entraîneurs africains qui ont largement les compétences de n'importe quel entraîneur au monde, mais pour des raisons ethniques, un blanc est censé, soi-disant, être plus autoritaire ou plus reconnu. En gros, c'est ça. Et quand un joueur de Chelsea qui descend en Côte d'Ivoire et qu'en face de lui, il a Hervé Renard ou il a Alain Giresse ou un entraîneur de renommée mondiale, automatiquement, on risque de créer une espèce d'autorité qui est nécessaire pour que tous ces petits-enfants qui arrivent de l'étranger puissent se mettre dans les rangs. Donc ça, c'est un élément. Je profite pour le dire. Pourquoi on va mettre un blanc à la place d'un Africain? Est-ce que c'est un problème de compétence? Non, bien sûr. C'est un problème de considération. Et malheureusement, si on met un joueur, un entraîneur de Stade d'Abidjan qui va parler à Drogba ou qui va parler
à un joueur africain, je ne suis pas sûr que le joueur africain va respecter son partenaire africain. Et ça, c'est une notion qui est très importante et c'est ce qui explique en majeure partie la décision de mettre des étrangers en Afrique. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, du coup, si je rebondis sur, comment on appelle, vos analyses concernant les entraîneurs africains, parce qu'on a vu deux entraîneurs d'Afrique, deux fils d'Afrique, qui étaient l'entraîneur du Sénégal, Cissé, l'entraîneur de l'Algérie. Mais par contre, la seule différence, c'est que le côté éducation dont vous avez eu à parler, le côté formation, la vie et la rigueur qu'ils ont eue, c'est parce que peut-être ils étaient les enfants d'Occident, mais pas forcément des enfants d'Afrique pure. Donc c'est un peu ça la grande différence, si je comprends bien votre analyse. Oui, mais on peut avoir un entraîneur africain, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des entraîneurs africains qui ont une carrière à l'étranger, qui ont une réputation à l'étranger, et d'avoir un staff d'exigence de haut niveau qui peut être fait par des étrangers. Oh, Avoir un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, avoir un kiné, un médecin ou un staff rapproché de 3-4 personnes qui vont s'assurer que le vivre ensemble, ce qu'on appelle le vivre ensemble, quand on parle d'une équipe nationale, il faut savoir qu'on va vivre 5 jours dans un hôtel. Il va falloir assurer des soins, il va falloir assurer la récupération des joueurs, il va falloir assurer des services pour éviter que le gamin il se barre voir les copines, parce qu'il y a le problème aussi de cette relation sexuelle que les joueurs africains ils ont. Ils profitent beaucoup de ces moments-là pour retrouver leurs amis d'anciens, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Les filles, quand on est entraîneur africain, entraîneur d'une équipe nationale, il faut savoir gérer aussi cet environnement. Les amis, il y en a des amis en Afrique. il y a des anecdotes Donc, que vous pouvez nous en parler. Il y en a tellement. non, il faut demander à Abdoulaye. Abdoulaye pourra vous la raconter. J'ai une anecdote avec Abdoulaye. Il va vous la raconter. Je lui laisse le soin de la raconter, l'anecdote. Ok. Mais ça fait partie des hommes. C'est des moments qui font partie. Mais il paraît que ma femme, moi, je me souviens, c'était le match Côte d'Ivoire-Algérie. Et ma femme qui était venue avec une amie qui travaille à TF1, qui s'appelle Sylvaine Mignona, qui Ok. travaille toujours à TF1 d'ailleurs Oui, pour l'équipe de France. oui, je vois. Et Sylvaine avec Dominique, elles avaient été donc devant la porte de l'hôtel, dit ouais, on veut voir Abdoulaye. Et le gars, le flic, il avait dit non, 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 vous ne pouvez pas rentrer. Et moi, je t'avais dit au flic, surtout, tu laisses passer aucune nana. Et ma femme et Sylvaine avaient été tester le flic. Ouais, non, vous voudrez rentrer, vous devez voir Abdoulaye. Et il a dit non, non, je ne rentre pas. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote de Sylvaine qui travaillait à TF1 et qui travaille toujours à TF1 et mon épouse qui s'était amusée à tester la sécurité de l'hôtel pour éviter que les filles arrivent. Donc, Mais, donc, mais voilà, donc je disais que il faut. On parlait du football on africain. parlait du football. Une équipe nationale africaine est capable de gagner une Coupe du Monde. Elle est capable, en théorie, de gagner une Coupe du Monde. Et elle gagnera une Coupe du Monde. Elle gagnera une Coupe du Monde sur la valeur des joueurs. Et il faut trouver la valeur des joueurs et il faut trouver la valeur de l'environnement à créer au moment de cette Coupe du Monde. Et vous savez très bien comment ça se passe. Pour Avant vous, le chaque Coupe du sentier Monde, blanc. Pour vous. il y a toujours du bazar lié aux primes, lié à pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est là que le bas blesse et c'est là qui fait que l'Afrique n'a pas encore gagné cette Coupe du Monde. Mais il est évident qu'en théorie, l'Afrique gagnera une Coupe du Monde. Avez-vous été confronté à ce problème des primes? À ce problème de budget, un problème de budget, un problème de Ouais, prix? ouais. Oui et non, oui et non, oui et non. Mais nous, à notre époque, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas beaucoup de moyens. On n'avait pas beaucoup de moyens. C'était une équipe nationale. Bon, on ne peut pas dire qu'il y avait de gros moyens qui étaient mis à disposition, mais en même temps, on manquait de rien. Je pense qu'il y avait une volonté du gouvernement ivoirien à mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions. Les moyens, c'est déjà de faire venir les joueurs en avion, c'est déjà de leur offrir l'hôtel, c'est déjà d'avoir des terrains d'entraînement, etc. Donc non, franchement, non. Je ne peux pas dire que j'ai souffert de l'organisation. Et puis moi, j'étais devenu un Africain. C'est-à-dire que Il est encore. voilà, Il mes est encore. exigences,
à l'époque, on allait faire des stages à Yamoussoukro. Je ne sais pas si vous voyez, mais la grande université de Yamoussoukro, eh bien, on allait à Yamoussoukro. Vous voyez, je n'avais pas d'exigence. Moi, je voulais mettre les joueurs dans un environnement africain. Dans un environnement africain. Et donc, d'être sous des paillotes à Yamoussoukro, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai. Ouais, vous n'avez pas un peu le mal du pays parce que vous êtes ivoirien, beaucoup ne le savent pas en fait. Oui, absolument. Ben, écoutez, Beaucoup ne le savent pas. euh, c'est vrai que je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire depuis très, très, très longtemps. Je suis toujours en contact avec la Côte d'Ivoire. Je suis souvent en contact avec Roger Wagnin, avec qui j'entretiens, je dirais, des relations de famille. Hein. Je suis vraiment très, très proche de lui. Et, euh, par contre, Roger, il est venu chez moi il y a 3 ans, lorsque il y avait une organisation de la CAF à Rabat. Et il était venu avec Ouattara Ego, avec Jacques Anouma et Roger. Ils étaient venus dîner à la maison, voilà, chez moi à Rabat. Donc j'entretiens toujours des bonnes relations avec eux, quoi. C'est un plaisir et j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner. Mais J'aurais si, bien aimé prendre l'équipe nationale. J'aurais bien aimé prendre l'équipe nationale et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de venir finir mon travail. C'est vrai que prendre l'équipe nationale voilà, de Côte d'Ivoire, ça voilà la reste pour question moi. fatidique que j'allais poser. Au fait, vous laissez sortir naturellement, c'est qui démontre qu'il y a l'envie de revenir au pays, il y a l'envie d'apporter ce plus à cette sélection nationale. Mais c'est l'amour au fait du pays qui fait ça au fait. Ou c'est Alors, l'amour du pays, oui, évidemment, mais c'est aussi l'idée que je me fais de l'équipe nationale ivoirienne, où je pars du principe que c'est une équipe qui peut être championne d'Afrique et une équipe qui peut être en Coupe du Monde et d'avoir de très bons trophées. Ça veut dire c'est de faire le choix d'une équipe avec un potentiel énorme pour justement assouvir mon rêve, quoi. C'est une équipe qui aura son mot à dire sur le plan des résultats. Et donc, c'est de faire le pari de m'engager dans un pays que je connais et surtout un pays qui pense m'accueillera. Parce que quand on prend un entraîneur national, il y a toujours des ouais, mais c'est qui lui, etc. Je pense que les Ivoiriens ont quand même le souvenir de Philippe Troussier. Et puis moi, j'ai continué ma carrière. Là, maintenant, je suis entraîneur national des sélections vietnamiennes de jeunes. Je suis directeur d'une très, très grosse académie de formation. Donc, je suis toujours dans l'actualité. Euh, au contraire, je suis peut-être plus sage, j'en sais rien, sûrement plus sage, évidemment, mais je garde quand même cette rigueur que j'ai sur le terrain lorsque je suis avec mes joueurs. Donc, je me sens capable, effectivement, de driver l'équipe nationale ivoirienne. Et j'espère qu'un jour, je ferai partie des 3-4 candidats le jour où il y aura la possibilité, bien sûr, de venir en Côte d'Ivoire. je vous le Mais c'est souhaite, je vrai vous que le souhaite, je vous le souhaite personnellement et je sais que ça finira par arriver. Ça, c'est sûr. Voilà, je croise les doigts. Ça finira j'aurai par mes arriver. 65 ans. Il va falloir le faire Non, rapidement. bientôt, bientôt, de 2023. Je verrai, j'ai un prédit des choses et je sais que 2023, si la Côte d'Ivoire réellement, on a l'envie de quelque chose, on a l'envie vraiment que ça soit un enfant du pays. Moi, je dirais plus ça, l'enfant du pays. C'est Philippe Troussier, on le connaît, on sait de quoi il est capable. Voilà. Donc, pour cette CAN qui s'organise chez nous, même s'ils ont déjà un entraîneur, on sait comment ça se passe. Ça va, Ouais, ça ouais. change, ça va, ça On change. sait absolument, absolument, C'est un absolument. monde qui est sinusoïdal, il y a des hauts et des bas. Donc voilà, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ça prend de l'âge. C'est pas le seul projet aussi. C'est pas le seul projet pour la Côte d'Ivoire. Nous, avec les générations, fédérer tous ces centres de formation, apporter, comment on appelle, une formation de qualité à cette jeunesse aujourd'hui qui en a besoin. Depuis, il y a des années des années antérieures qui se sont écoulées où il n'y avait pas de championnat de jeunes. Aujourd'hui, on s'en rend compte, même les équipes réserves qui jouent en première division n'ont pas de championnat. Donc, quelque part, on ne peut pas dire qu'on a un championnat compétitif où on a une formation Ouais. vraiment de qualité. Donc, voilà. Donc, il faut penser à pouvoir remettre un peu tout ça en place. Est-ce que vous avez la baguette magique pour ça? La baguette magique, c'est le travail. La vision, euh, c'est d'avoir c'est d'avoir un concept qui réunit tous les acteurs. Et quand je parle des acteurs, ce sont évidemment la fédération, les clubs qui doivent absolument
travailler en symbiose. Ensuite, effectivement, les médias, parce qu'il faut que les médias soient là pour transmettre l'information, pour expliquer. Ça nécessite évidemment également des acteurs politiques, parce que on a besoin de moyens pour faire passer des messages, etc. Et après c'est le travail. La baguette magique, c'est de créer une industrie, de créer une méthodologie, une philosophie, en sachant que la route n'est pas droite, en sachant qu'on fait face à des vagues, à des mers agitées, peut-être parfois nous oblige à changer de cap, mais en sachant que nous avons toujours dans la ligne de mire nos objectifs. Que rien ne se fait en un claquement de doigts. Et là, quand je parle comme ça, je parle de la politique nationale, c'est-à-dire de 5 ans à 19 ans, c'est le processus pour former des enfants. Il est évident que là, je parle d'une politique nationale. Mais je fais la différence entre les équipes nationales, parce qu'on répète, l'équipe nationale ivoirienne est une équipe qui n'est pas issue de l'Afrique, elle est issue de l'Europe. Et la valeur de l'équipe nationale ivoirienne, c'est la valeur que les Européens mettent au service des Ivoiriens. Donc, les meilleurs joueurs ivoiriens partent en Europe, et donc c'est ce qui constitue aujourd'hui une autre façon de concevoir la chose. Il faut faire deux politiques, une politique interne, avec ce que je viens de dire, avec une direction technique, avec des clubs, avec des moyens qui permettent aux clubs d'avoir des moyens de travailler, de pouvoir embaucher des entraîneurs, de pouvoir créer des conditions pour développer les joueurs. Donc ça, c'est un travail qui est réservé à la fédération, au gouvernement. Et je sais que ça doit se faire de toute façon en Côte d'Ivoire. Et puis l'équipe nationale, c'est un dompteur de lions. Il faut un type qui soit reconnu, compétent, pour driver des lions qui jouent dans les plus grands clubs européens ou mondiaux. Et ça, c'est une autre politique. C'est deux mondes à part. Avoir un directeur de l'équipe nationale, avec tout ce que ça comporte comme management, pour mettre en place une équipe performante, et un autre directeur technique qui, lui, va mettre en place des racines qui vont permettre à un gros baobab de se construire sur plusieurs années, c'est deux mondes à part. Voilà. Et ça, c'est cette vision-là qui, pour moi, est possible. Et elle est possible parce qu'elle existe. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tous les ingrédients. Il y a tous les ingrédients en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse faire partie des 5-6 meilleures nations africaines, parce qu'il faut quand même accepter le principe de partager l'ambition avec des nations qui ont la même volonté que la Côte d'Ivoire, qui ont la même volonté de construire, d'organiser. Donc, il faut partir du principe que le challenge, il n'est pas impossible, il est difficile, et que le meilleur gagnera, et que le deuxième ou le troisième, malheureusement, ne gagnera pas, mais cela ne signifiera pas que le travail n'a pas été effectué. Voilà, c'est ça le sport. Il faut aussi ne pas oublier que c'est du sport, ce sont des valeurs aussi à développer, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est ça que je voudrais dire. Ok, d'accord. Donc là, il nous reste juste quelques minutes avant de terminer notre entrevue parce qu'on a longuement échangé sur plusieurs sujets. Et je crois le dernier sujet en date aujourd'hui qui est chaud bouillant du côté d'Abidjan. Je me permets de poser cette question parce que les Ivoiriens aujourd'hui ne savent plus à quel sein c'est voué au fait. Voilà, sur le plan footballistique et dans un plan réel dans la gestion de leur football et de ce qu'ils ont envie d'apporter. Est-ce qu'ils doivent apporter un sang neuf à leur football ou est-ce qu'ils doivent continuer avec le système qui était déjà en place pour essayer de dérouler le tapis jusqu'à épuisement? Bon, la réponse, je l'ai presque en tête. La réponse, c'est il va y avoir de toute façon de nouvelles élections à la FIF. Donc, peut-être que ces nouvelles élections, il y aura peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver avec un programme. Donc, on parle effectivement, bon, je sais que Sidi Diallo a exprimé sa volonté de ne pas renouveler le mandat. Donc, la place est ouverte. On annonce Didier Drogba. On annonce effectivement je dirais
comment on la appelle personne qui… Souris Diabaté? Souris de… Voilà, Sori. Oui, Bon, il est évident qu'il faut quand même des gens qui ont de l'expérience. Sori, il a quand même l'avantage, je dirais, de connaître le milieu. Il faut quand même des gens qui soient à même de résister. Hein. C'est pas évident comme pour responsabilité. Un garçon comme Didier Drogba, bon, je ne sais pas quel est son programme, mais c'est vrai que le fait d'avoir une nouvelle organisation, une nouvelle volonté, de nouvelles aspirations, une nouvelle stratégie, etc., il est évident que le fait d'avoir un nouveau président dans les quelques mois à venir, je pense que c'est prévu d'ici la fin de l'année, il est évident que ça devrait booster et donner un nouvel élan. Un nouvel élan. Mais quel que soit le président, il est évident que ça se jouera sur le terrain. Et le terrain, ce sont de magnifiques joueurs ivoiriens qui évoluent dans le championnat européen, avec un entraîneur qui a une expérience africaine, qui connaît bien le milieu. Et donc, la renaissance, c'est d'obtenir des résultats. Et quel que soit le président, quelle que soit la politique qui sera menée, je le répète, il est évident que l'équipe nationale ivoirienne, c'est un élément qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose, si demain la Côte d'Ivoire décide de ne plus faire de football dans son pays pour des raisons inimaginables d'ailleurs, si demain la politique du football, du développement n'existait plus en Côte d'Ivoire, eh bien, il faut savoir qu'il y aura toujours une équipe nationale. Cette équipe nationale, elle existe par la considération qu'ont les Européens pour les joueurs ivoiriens. Et cette équipe nationale ivoirienne, il y a 60 joueurs, il y a 100 joueurs ivoiriens qui jouent en Europe. 100, même plus que ça. Il y a des joueurs ivoiriens qui sont nés, qui jouent en première division, en deuxième, en troisième, en quatrième, qui jouent au Portugal. Donc, le potentiel de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde 2026 et la Coupe 2030, il faut savoir que cette équipe nationale n'a pas besoin de la politique nationale ivoirienne. C'est une vérité, c'est une réalité. On ne verra jamais un joueur ivoirien partir à 20 ans pour jouer à Barcelone. Un joueur ivoirien qui joue à Barcelone, c'est un enfant qui est né à Barcelone ou soit qui est parti à l'âge de 5 ans. S'il n'a pas eu de 5 à 12 ans les premiers messages qui vont l'amener à se développer, ce n'est pas un Africain d'Afrique, permettez-moi l'expression, un Africain d'Afrique qui va faire une carrière. Ça n'existe pas. Un Africain d'Afrique qui réussit en France ou en Espagne, c'est un joueur qui va jouer en deuxième division à Amiens ou à Tours ou à Dunkerque. C'est un bon joueur africain costaud qui arrive de Oumé parce qu'il a joué avec les locaux, Coupe d'Afrique des locaux, il a 19 ans, il n'a pas été formé à l'européenne, mais par contre, pour jouer en troisième division, en national ou en D2, il va marquer des buts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, effectivement, il y a la place pour ces Africains d'Afrique. Mais le reste du sens, non. Il n'y a aucun joueur africain qui part en Europe. Je ne sais pas s'il y a des équipes nationales des 15 ans africains, je ne sais pas s'il y en a qui partent en Europe. Ah, non, parce que même en parlant de ça, le tournoi de Montaigu, j'étais l'année dernière et c'est sûr, l'équipe de Côte d'Ivoire qui était présente avec les U16, mais par contre, il y a eu tellement de difficultés. Il y a eu tellement de difficultés pour pouvoir déjà venir participer à ce tournoi où ils ont joué même avec un attaquant qui devait jouer gardien de but. Donc, pour vous montrer que quelque part, c'est, comme vous le dites, c'est question d'organisation. C'est question de mieux se structurer. De logistique, de moyens. Logistique de moyens. Déjà lorsqu'on parle de ces jeunes à l'âge de 16 ans qui commencent à vivre, comment on appelle, une telle situation déjà, qu'est-ce que nous prédit l'avenir? Rien. Rien. Et raison pour laquelle souvent on se retrouve avec certains joueurs lorsqu'ils quittent l'Afrique pour venir juste compétir aux tournois internationaux partout en Europe ou partout dans le monde, ils prennent la fuite. Ils prennent la poudre d'escampette, ils vont rapidement. Voilà, raison pour laquelle il y a la fuite, comme on appelle, il y a la fuite des joueurs et en plus qui se retrouvent dans des situations vraiment compliquées, dans des situations extrêmes, telles qu'aujourd'hui, en parlant de votre temps, lorsque vous étiez aux affaires à la SEC d'Abidjan, les joueurs, le salaire des joueurs
il était à combien? Et par contre, aujourd'hui, il y a une véritable réalité qui est là, où il y a un joueur en première, il y a des joueurs en première division qui ne touchent même pas 80 000 Bien sûr, francs. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je sais, je suis au courant. Je suis au Voilà. courant. On parlait tout à l'heure des problèmes financiers de la Sécurité d'Abidjan. C'est évident qu'ils ne peuvent pas offrir aux joueurs de bonnes conditions. Et c'est intéressant. Voilà, donc du coup, ça c'est une réalité. Et après, on espère que, réellement, puisque la question, elle a été posée, je sais que vous êtes un homme, vous donnez votre analyse, vous donnez vos avis, vous dites prendre position en se disant oui, que c'est ce candidat-là qu'il faut. Je trouverai que ce débat, il est un peu, il n'est pas facile à juger parce que réellement, chaque choix, il est personnel et chacun sait réellement la vision qu'il a pour, comment on appelle, pour notre football, la vision qu'il a pour un tel candidat ou pour telle personne. Voilà, donc sur ces mots, nous allons Bon. remercier. En tout cas, n'hésitez pas. On essaiera de choisir un topic et puis on aura Oui, l'occasion d'en il reparler. n'y a, y a pas de souci.